héros sont à l'honneur aujourd'hui dans toute une histoire. Pourquoi Roger est-il votre héros? Parce que Roger m'a sauvée pendant la guerre. Je suis d'origine juive et il a sauvé la vie de maman, de ma sœur et moi. Donc pour moi, c'est mon héros. En portant secours à un accidenté de la route, Séverin ne s'attendait pas aux conséquences surprenantes de son geste. Quand je t'ai vu allongé ici, je suis venu en courant et je me suis pas posé de questions de savoir ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. À partir de quel moment vous avez commencé à en vouloir à Séverin? Et est-ce que vous lui avez dit? La première fois qu'il est venu à l'hôpital me voir, c'est là que je lui ai dit, tu aurais pas dû. Voilà, dans l'état que je suis, cette vie ne m'intéresse pas. N'écoutant que son courage, Benoît n'a pas réfléchi en sautant sur les voies du métro pour sauver une jeune femme. Elle était inconsciente, je l'ai sauvée, j'ai levé la tête et j'ai vu les deux phares du métro qui arrivaient. C'est là où on se dit, j'ai fait un pas de trop et puis ça sera peut-être le dernier. Bonjour à tous. Madame, monsieur, bonjour, merci de nous recevoir. Bienvenue sur le plateau Toute une histoire. Les super-héros fascinent en ce moment plus que jamais. Les films, les séries télé sur ces hommes aux super pouvoirs ont un succès absolument phénoménal et pour cause. On admire et on envie aussi leur courage à sauver des vies, souvent au péril de leur propre vie. Aujourd'hui, dans notre émission, la réalité rejoint la fiction. Nos invités étaient des personnes ordinaires comme vous et moi et du jour au lendemain, ils sont devenus des héros. Ils n'ont pas de super-pouvoirs, mais ils ont fait preuve de bravoure, de sang-froid, de générosité pour sauver une vie en danger. Ils n'ont pas de costume moulant rouge et bleu. Désolé, mais ils ont agi instinctivement, souvent au risque de leur vie. Et vous, qu'auriez-vous fait à leur place? C'est la question qu'on se pose à chaque fois. Est-ce que chacun peut-il, en fonction des circonstances, devenir un héros? Quel lien ensuite se noue avec celui ou celle que l'on a sauvé? Autant de questions qui se posent à tous nos invités. Nos héros du jour s'appellent Super Benoît, Super Séverin, Super Roger, Super Marc et Super Alexis. Bonjour Benoît. Bonsoir Jean-Luc. Bienvenue. Dites-nous dans quelles circonstances vous vous êtes comporté comme un héros? J'ai ramassé sur les rails du métro une jeune femme qui s'était évanouie et qui était tombée, voilà, il y a 11 ans. Et le métro arrivait? Ouais, le métro arrivait. Plein de rebondissements. On va voir une histoire qui est vraiment proche de la fiction avec vous. J'imagine que ça a dû vous marquer profondément. Oui, mais pas dans le mauvais sens du terme en fait. J'y pense 3 fois par semaine, mais sans peur ni pas de mauvais souvenirs. Ça aurait pu se finir autrement en tout cas. Ouais. Salvador est avec nous, à côté de Séverin. C'est un bon souvenir ou un mauvais souvenir, cette histoire d'héroïsme finalement? Pour moi, au début, c'était un mauvais souvenir, parce que je ne me suis pas levé tout de suite. L'histoire, c'est que Séverin s'est comporté comme un super-héros. Séverin, votre voisin? Ouais. Et bizarrement, pendant une période, vous lui en avez voulu, on verra pourquoi au cours de cette émission. Ouais. Vous avez eu un accident de moto assez grave. Et grâce à Séverin, ou à cause de Séverin, selon donc, les jours, vous vous demandez si Séverin a bien fait de jouer les super-héros. Denise, vous êtes à côté de Roger. Pourquoi Roger est-il votre héros? Parce que Roger m'a sauvée pendant la guerre. Je suis d'origine juive et il a sauvé la vie de maman, de ma sœur et moi. Donc pour moi, c'est mon héros. Comment vous a-t-il sauvé exactement? Dans quelles circonstances? C'était pendant la guerre, en 1943. Maman est partie de Paris parce que mon père a été déporté, donc sur dénonciation. Elle est partie sur Brive, où nous avions de la famille. En zone libre? En zone libre. Et ensuite, pour des choses, j'avais la famille qui était un petit peu dans le maquis, c'était un petit peu complexe. Il a fallu que je parte. Et c'est Roger qui est venu nous chercher. Et là, c'était quelque chose, me chercher, c'était quelque chose d'extraordinaire. Roger, vous avez 21 ans. Tu as 21 ans? Oui, j'avais 21 ans. Ouais. Pas tout à fait. Pas tout à fait? Non, mais enfin... Vous aviez l'impression de risquer votre vie? Ah, mais bien sûr. De toute façon, on entendait tous les jours à la radio la déportation des Juifs, la fusillade de ceux qui les cachaient. C'était pas quelque chose qui était... c'était commun, cette affaire-là. Bon, quand je suis allé avec mon père chercher Denise à Brive, j'y suis allé parce que, dans le fond, sa mère ne faisait que pleurer à la maison. Et je disais, mon mari, je ne sais pas s'il est en vie. Ma Denise, elle est à Brive. Est-ce qu'elle va être prise par les Allemands? Parce que Brive était un centre de maquisards. Et les parents n'habitaient pas très loin
du centre des Maquis et route d'Albusac. Vous nous raconterez tout ça, Roger, tout à l'heure. En tout cas, c'était il y a plus de 60 ans. Vous gardez un lien très fort tous les deux. Absolument. C'est la famille. Comment? Nous gardons un lien très fort ensemble. Nous Vous avez faisons quel âge, partie de la Roger, famille. aujourd'hui? Oui. Vous avez quel âge aujourd'hui? Il va avoir 86 ans le 25 juin. J'ai un problème d'oreille. Problème d'oreille, mais pas de tête. Hein. La tête, ça fonctionne bien. Alexis est avec nous également. Où êtes-vous, Alexis? Bonjour, Alexis. Bonjour. Vous aussi, vous avez fait preuve de courage. Vous avez été témoin d'une agression sur le bord de la route. Vous passiez en voiture avec votre copain aujourd'hui. Mais jouer les héros, on va le voir que ça peut devenir dangereux. On ne prend pas des risques impunément. Et pour vous, vous avez vraiment payé le prix fort. Vous nous raconterez comment. Marc est également notre invité. Où êtes-vous, Marc? Bonjour, Marc. Vous nous venez de Belgique. On écoutera votre témoignage aussi absolument extraordinaire. Je pense qu'il faut avoir un sacré talent pour dénicher des occasions de pouvoir montrer son courage à ce point, puisque vous avez 59 ans et vous avez sauvé combien de vies? 48 personnes. Mais pas d'un seul coup. Non, en 25 interventions, mais sur un laps de temps assez long du fait que ça a pris pratiquement un demi-siècle. Alors on a vérifié tout ça parce que ça fait toujours ça peut faire un peu mythomane d'entendre des histoires pareilles. Ouais. Donc on a vu toutes les coupures de presse, on est remonté pas mal dans les archives. En fait, vous nous avez dit que votre secret, c'est d'être toujours aux aguets. Il y a toujours quelque chose à surveiller, toujours des occasions de pouvoir se montrer. Puis il y a aussi des hasards de la vie. Première partie de cette émission, comment on devient un héros? Est-ce que ce sont les circonstances qui le décident ou est-ce que simplement tout bascule malgré soi et est-ce qu'on a le temps ou pas de réfléchir? Pour vous, Benoît, c'était donc il y a une dizaine d'années, un petit peu plus. 11 ans. Ouais. 11 ans, en juin 96, vous aviez tout juste 20 ans. Vous habitez Lyon, comme chaque jour vous preniez le métro à Lyon. Et votre journée a commencé sur les chapeaux de roue. Je ne sais pas si on peut vraiment faire de l'humour avec cette situation, mais en tout cas, elle s'est bien terminée. Regardons le récit. J'attendais le métro à Lyon. Et tout d'un coup, j'ai vu une jeune fille qui a commencé à tituber sur le quai. En fait, elle s'évanouissait. Et puis, elle est tombée la tête la première entre les rails. Juste à ce moment-là, on a entendu le métro qui arrivait dans le tunnel. J'ai sauté entre les rails pour aller la chercher. Elle était inconsciente. J'ai sauvé, j'ai levé la tête et j'ai vu les deux phares du métro qui arrivaient. Je me suis dit, là, t'es allé trop loin. Et puis tu pourras pas faire marche arrière. J'ai pensé à la mort, à ce qu'il y avait après. Et puis j'ai réussi à la soulever, à la mettre sur le quai. Le chauffeur devait être attentif, donc il a dû me voir de loin. Et le métro a réussi à s'arrêter avant, heureusement. Puis ensuite les pompiers sont très vite arrivés, ils ont pris en charge Cécile. Puis j'ai plus de nouvelles, voilà. Benoît n'a jamais oublié le jour où il a sauvé la vie de Cécile. 11 ans après, il revient encore avec ses proches sur ce qu'il a ressenti ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? T'as eu un flash ou tu te dis ah, ça c'est mon heure de gloire, c'est quoi? Non, je me suis pas dit c'est mon heure de gloire, mais je me suis dit bah allez, il faut y aller. Et tu t'es pas dit maintenant il est un peu tard et je me mets en danger? Une fois que j'y étais. Et mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que j'aurais pas dû ou j'ai été con, j'ai été fou ou Je trouve que c'est vraiment courageux Normalement, t'y vas pas. d'y être allé en étant conscient de ce que tu faisais, du danger que tu prenais quoi. Ouais. Et toi, Léo? T'y serais allé, toi? Bah, je sais pas. Toi, t'es mon frère, t'y serais allé? Je pense que génétiquement, j'étais prêt à y aller. Je sais pas. J'avoue que si j'avais réfléchi plus de 10 secondes, je sais pas ce qui se serait passé. C'est vrai que toi, moi j'ai ressenti la fierté de... d'être ton frère, c'est clair que... J'espère que si je me peux retrouve pas dans la même situation un jour, j'aurai le même courage et peut-être que l'exemple que tu m'as donné me servira. En même temps, c'est tellement lourd à porter après. Enfin, le fait de s'être posé la question, de se dire est-ce que j'y vais pas, puis finalement non, j'y vais pas parce que là je prends un risque. Enfin, la personne se fait tuer, tu le gardes toute ta vie sur la conscience. Enfin, moi personnellement, je pourrais pas vivre avec ça quoi. C'est ça, je l'ai fait égoïstement pour pas avoir de regrets. J'ai fait un truc bien cette semaine. Cette semaine, j'ai réussi quelque chose. Les mois suivant l'accident, Cécile a retrouvé Benoît. Ils sont aujourd'hui liés par une amitié très particulière. Allô, Cécile? Ouais, c'est Benoît, ça va? Salut Benoît, comment tu vas? Ouais, très bien, très bien. Et Manon, elle va bien? Cécile, je pense qu'elle me considère un peu comme son ange gardien. Je suis son témoin de mariage. Et ça, c'est un truc qui m'a vachement touché en fait. Je me sens un petit peu protecteur quoi vis-à-vis d'elle. Et puis c'est pas facile à décrire, mais c'est vrai que c'est une relation qui ressemble à aucune autre. On peut pas, je pense, parler d'amour, mais c'est un sentiment qui est un petit peu spécial. Ça va au-delà de l'amitié en fait. On sera liés toute notre vie. Hein. On restera en contact toujours.
vous vous étiez posé la question auparavant de savoir si dans une situation comme celle-là, vous agiriez d'une manière ou d'une autre? Ouais, pas comme tout le monde, je pense, mais ouais, je m'étais demandé. Mais en fait, personne ne peut dire dans cette situation, j'irai ou j'irai pas. C'est le genre de truc, c'est le jour où ça arrive, où on sait si on est plutôt du... C'est une décision qui se prend en combien de secondes en l'occurrence? Bah, en fait, tout le monde me dit il faut pas réfléchir, et bah si, en fait, moi j'ai réfléchi un moment. Enfin un moment, 5 ou 10 secondes, ça a duré. Il n'y a personne qui bougeait. Et j'ai essayé d'analyser la situation. Il y avait beaucoup de monde. Ouais. Donc cette jeune femme est tombée, inanimée. Bah, elle s'est évanouie, elle a titubé sur 4 mètres au moins, puis elle est tombée la tête la première. Et personne n'a bougé, personne d'autre Non, en fait, il y a le métro est arrivé dans le tunnel, donc on a entendu le bruit. Et il y a une dame qui a crié « c'est horrible, elle va se faire écraser », pour mettre tout le monde dans l'ambiance. Et puis après, voilà, je suis descendu. En faisant attention? Ouais, en fait, je savais, chargé d'électricité, je savais où étaient les rails d'alimentation. Donc j'ai sauté entre les deux. Et puis j'ai essayé, tout en relevant Cécile, de ne pas mettre le pied dessus. Et puis en même temps, donc, j'ai levé la tête quand je l'avais dans les bras et j'ai vu les 2 phares du métro qui arrivaient. Mais c'est une sensation qui est très très bizarre à décrire en fait. C'est pas de la peur, c'est de l'angoisse. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, je crois que c'est de l'angoisse face à l'inconnu. J'avais jamais ressenti ça avant. Oui, de toucher à quelque chose d'inconnu, totalement inédit. Ça. Et quelque chose qu'on ne rencontre qu'une seule fois, généralement, en plus. Ouais, enfin, mais ça m'est arrivé une 2e fois, mais on en reparlera peut-être. Mais... On va y revenir. Une fois sortie d'affaire, est-ce que Cécile vous a immédiatement remercié comme il se doit pour votre acte héroïque? Ah non, parce qu'elle était KO déjà, donc... Là, elle était encore évanouie, elle était pleine de sang. Mais elle n'a pas compris ce qui s'était passé Non, parce que moi, j'ai fait ma déposition auprès de la police. Après, les pompiers sont arrivés pour la prendre en charge. Je suis parti. Et j'ai pas eu de nouvelles pendant 6 ou 8 mois. Vous n'êtes pas dit qu'elle était quand même la dernière des ingrates, non? Personnellement, je recherchais pas la gratitude. Je m'en foutais, mais je me suis dit, quand même, c'est pas très poli, quoi. La moindre des choses, c'est de dire merci. Ouais. Comment, finalement, a-t-elle appris votre existence? Parce qu'elle ne connaissait pas votre existence. Complètement par hasard, en fait, elle s'est retrouvée dans une soirée avec une de mes voisines. Elle lui a raconté son histoire, donc l'épisode du métro. Et la voisine lui a dit « Ah bah, c'est marrant, je connais quelqu'un qui a ramassé une fille sur les rails du métro. C'était quand? Le 12 juin. Ah bah moi aussi. » Et puis elle en a déduit que c'était elle. Donc elle lui a demandé mes coordonnées. Et puis un soir, en rentrant de cours chez mes parents, j'ai trouvé Cécile avec sa petite famille qui était venue pour me rencontrer et me remercier. Donc c'était sympa. Ça va être un moment émouvant, j'imagine. Ouais. Surtout pour ses parents. Elle vous a beaucoup remercié depuis, vous êtes très très proche, elle a tenu à le faire une nouvelle fois aujourd'hui, donc je vous demande d'accueillir Cécile qui est... Oui, c'est très émouvant en fait d'entendre cette histoire. Je ne sais pas comment vous la réécoutez. Comment dans quelles circonstances, comment vous vous sentez quand vous réentendez l'histoire? Très émue. Ouais. Oula. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a bougé sur ce cas, visiblement. Non, moi j'ai le trou noir en fait, parce qu'il faisait très chaud ce jour-là et j'ai tourné de l'œil en fait. J'ai eu un malaise et pour moi, je me souviens de rien à part d'attendre sur le quai et voilà. Mais pendant ces 8 mois, que vous ont dit la police, les pompiers? J'ai fait des recherches, TCL ou pompiers, rien. Mais vous avez posé la question de savoir qui vous avait sauvé? Ouais, mais on m'a dit c'est les pompiers. Donc pour moi c'est les pompiers et voilà. Et je me suis réveillée dans le camion des pompiers moi. Donc je les ai crus et voilà. Donc, quelles sont les images que vous gardez d'avant, d'après? Moi d'avant, je me souviens de Benoît, c'est ça qui est fou, sur le quai, parce qu'il était pas loin de moi, et je me souviens de ce jeune homme, debout, dos contre... dos... Oh là là, j'ai du mal. De dos, voilà, de dos, et donc avec son t-shirt, son sweat rayé vert et beige, et après plus rien, parce qu'il faisait très chaud. Vous êtes tombée amoureuse, que c'était malaise après? Non. Non, mais vous l'avez repéré, lui. Et ensuite, les premières images qui vous viennent après, qui reviennent après? Après l'accident, dans le camion des pompiers. Ouais.
avec un monsieur qui avait une grande barbe blanche. D'accord, le Père Noël. Voilà. Et qui m'a dit, vous inquiétez pas, vous avez un accident, on vous emmène à l'hôpital. Et j'étais sur le trajet pour aller à l'hôpital. Qu'est-ce que vous avez ressenti précisément en apprenant par la suite que cet homme avait risqué sa vie pour sauver la vôtre? J'en revenais pas, quoi. J'étais complètement... je trouvais ça incroyable. Franchement, c'était drôlement risqué, quoi. Alors, ouais, mais quand j'y suis allé, j'avais l'impression de maîtriser les événements. J'avais analysé, je savais où était le courant, et je m'étais dit, si jamais le métro n'arrive pas à s'arrêter, je le guetterai, et puis je la laisserai tomber, et puis je dégagerai sur le quai. Et en fait, ça, c'est la... C'est vrai ? Ah bah ouais, je me suis dit, de toute façon, il n'y a pas de risque. Je vois le métro arriver, si j'arrive pas à la soulever, je remonte. Et en fait, vous l'avez d'abord remontée, elle. Ouais, d'abord, ouais. Et en fait, une fois qu'on fait le premier pas et qu'on touche la victime, là, on n'est plus témoin, on est acteur. Et c'est vachement plus difficile de la laisser tomber, de remonter. Ouais, les premières secondes, vous êtes dit, à la limite, je sauverai ma peau, et puis en fait, j'aurais fait le maximum. Et ensuite, vous vous êtes dit que vous ne pouviez pas la laisser, quoi. Ouais, puis sur les rails, je me suis rendu compte que je ne maîtrisais pas autant les événements que ce que je pensais. Parce que le métro, j'ai dû jeter deux coups d'œil. Il y a un moment où je me suis rendu compte qu'il était arrêté. Mais j'ai pas vraiment... J'essayais plus de la prendre et de la mettre sur le quai que de guetter le métro. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé au fond de vous lorsque vous avez vu Salvador allongé sur le sol? Ben, en fait, moi, en sortant du travail, j'ai été témoin de son accident. Accident de moto? Accident de moto, et donc une voiture qui lui a coupé la route. Et donc je suis allé de suite, sans me poser de questions, je l'ai vu, j'ai couru vers lui, et bon, c'est vrai que quand j'ai vu l'état de sa jambe, ça m'a impressionné, quoi. Mais vu que je savais ce qu'il fallait faire, j'ai de suite fait un point de compression puisqu'il y avait une hémorragie, donc il perdait beaucoup de sang et c'était une fracture ouverte. Donc Il était conscient? Il était inconscient. Après, pendant le laps de temps où les pompiers l'ont emmené à l'hôpital, il est revenu à lui. Donc quelques fois, il est revenu, il cherchait à vouloir voir. Alors j'ai essayé de le rassurer, de lui dire que c'était pas beau à voir. De lui. Non, c'était pas du tout beau à voir, et notamment lorsqu'il essayait de voir, il essayait de soulever sa jambe, et il y avait que la moitié qui. Il faut dire que vous avez attendu la retraite pour pouvoir vous offrir une moto, que c'était votre liberté qui allait commencer, et là, quelques temps après, absolument, l'accident, pas de votre faute. On n'a pas de carrosserie quand on est en moto. On ne choisit pas. Non, mais bon, voilà. Et en plus, ce n'est pas de votre faute, quoi, si j'ose dire. Ouais, c'est sûr. Vous vous souvenez de vous être réveillé pendant ce moment-là? Non. Moi, ça a été le trou noir. La seule chose, c'est vrai, je rentrais à la maison, puis il y a eu une percussion, je ne sais pas. Et puis après, je me suis réveillé 19 jours après, puisqu'on m'a mis dans un coma. Ouais, on m'a mis dans un coma. Et à ce moment-là, quand vous vous réveillez, que vous voyez dans l'état que vous êtes, ouais, c'est un choc dont vous allez nous parler dans un instant. Je me tourne vers Alexis. Vous étiez donc en voiture? Ouais. Avec un copain? Ouais, c'est ça. Quand vous avez vu un homme donc se faire agresser violemment sur le bord de la route, donc il y avait des types autour de lui, ça avait l'air assez sévère, si j'ai bien compris. Ouais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Parce qu'ils étaient plusieurs, il était tout seul. Eux étaient plusieurs et la victime était toute seule? En fait, non, la victime, elle était accompagnée de 2 personnes. Mais en fait, il y en a une qui est partie en courant et l'autre qui est restée enfermée dans sa voiture, en fait. Vous avez réfléchi, comme Benoît, à ce qui pouvait se passer au scénario? Ah non, moi, c'est ça le problème, en fait. J'ai pas réfléchi, quoi. J'y suis allé, je me suis pas dit... En plus, il y avait Aurélien avec moi, il m'a dit n'y va pas, n'y va pas ou quoi, c'est trop dangereux. Bref, j'y suis allé, j'ai demandé juste comment il allait. Et à partir de ce moment-là, quoi, ça a commencé, quoi. Vous avez peur pour lui, Aurélien? Oui. Et vous n'avez pas eu envie d'y aller? Enfin, je veux dire, on agit instinctivement dans ces cas-là. Hein. Sur l'instant, non. Mais après, dès que ça a démarré... Vous avez un micro. Ouais. Mais après, dès que ça a démarré, on était obligé d'y aller. Vous avez quel caractère? Vous êtes un bagarreur dans la vie? Vous êtes une tête brûlée ou... Je sais pas trop, quoi. Mais disons que je suis le genre à pas trop réfléchir quand il y a un truc à faire, quoi. Serge Tribolet, psychiatre et philosophe. Bonjour Serge. L'instinct dans ces cas-là, vous y croyez? Comment on passe à l'action? Alors, il y a plein de raisons qui viennent, des raisons psychologiques, des raisons biologiques aussi. Par exemple, dans ces réactions de stress, ça va très très vite. Il y a une participation du corps. Qu'est-ce qui fait que le corps se lâche et on y va? Vous savez, on appelle ça le courage. Et le courage, vous savez, ça vient du mot cœur. Parce que déjà dans l'Antiquité, on savait qu'il y avait quelque chose qui ne venait pas de la tête, mais qui venait d'ailleurs.
Et ça a à voir avec le sang. Hein. Dans ces périodes de stress, il y a sécrétion d'adrénaline, il y a un certain nombre de neurotransmetteurs aussi au niveau cérébral qui se mettent en place. Enfin, il y a toute une biologie aussi du courage. Et puis, il y a une participation psychologique. Et puis, il y a autre chose. N'est pas héros qui veut. Non, c'est une question de quoi? De tempérament, de caractère? De tempérament, de caractère, d'éducation. D'éducation, tout ça rentre en compte. Et puis il y a la situation aussi. Il y a une situation à un moment donné, on peut être dans un acte héroïque un jour, et puis le lendemain faire un acte lâche. Ou faire un acte lâche et le lendemain faire un acte héroïque. C'est-à-dire, il y a tout ça qui rentre en compte. Il n'y a pas une personnalité du héros. Aurélien n'a pas le bon rôle aujourd'hui parce que lui est resté dans la voiture, vous n'avez pas voulu y aller Non, c'est pas qu'il n'a pas voulu, mais c'est qu'il a été plus lucide, quoi. Il a vu qu'ils étaient 10, moi tout seul, j'arrivais... Ils étaient 6 il y a 5 minutes, ils sont 10 déjà là? Non, en fait, il y a une voiture, si vous préférez, ils étaient en train de se faire frapper par une voiture entière de personnes, c'est-à-dire 5 à peu près. Il y a une deuxième voiture qui est arrivée à ce moment-là. Oh là. Donc en fait, on s'est retrouvés, nous deux, contre une dizaine d'individus, quoi. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé, Aurélien, quand vous avez vu votre copain partir au combat? Sortir, et que je l'ai vu qu'ils étaient plusieurs sur lui, donc à ce moment-là, moi je suis sorti, et au moment où je suis sorti, il y a la deuxième voiture qui est arrivée. Pourquoi il lui était tombé dessus, d'après ce que vous avez su? Apparemment, par rapport au rapport de police, etc., pour rien du tout, en fait, c'était gratuit, c'était un acte gratuit. Quoi, c'était un traquenard juste pour le plaisir de la violence gratuite, ou pour le, je pense, pour le voler Moi, je les ai jamais revus. Et après, ils n'ont jamais été retrouvés, ces garçons? Non, jamais. Qu'est-ce que vous préconisiez, vous? Quelle était votre façon de réagir, de proposer une intervention qui soit moins téméraire? Je voulais appeler la police au début, mais après, Alexis s'est dit que le temps qu'ils arrivaient, celui qui se faisait agresser, il serait déjà mort peut-être. Parce qu'il lui sautait vraiment à pieds joints sur la tête, ils avaient des battes, tout ça. Et donc lui, il ne s'est pas posé de questions, il est descendu de suite. Quand je l'ai vu descendre et se faire taper, quand on voit un ami se faire taper, on est obligé de descendre et d'y aller aussi. Alors? Et voilà, donc on s'est fait taper à 3, lui qui se fasse taper tout seul. Vous n'en étiez pas à votre premier acte héroïque, pour reprendre notre thème de notre émission. À 14 ans, vous aviez déjà l'âme d'un sauveur. Qui aviez-vous sauvé et dans quelles circonstances? En fait, j'étais chez moi, c'était vers midi, et l'immeuble à côté de chez moi, en fait, il y a une explosion au gaz. Et donc, il y a tout le dernier étage qui a explosé. Donc, de là, moi, je suis descendu parce qu'il y a la poussière qui commence à s'engouffrer dans mon appartement. Je suis descendu, et en bas, il y a un monsieur qui est descendu en sang et qui m'a dit « il reste une personne en haut, en fait, une vieille dame ». Comme dans les films. Voilà, comme dans les films, c'est ça. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui... En fait, c'est un marin-pompier qui était en civil, qui passait à ce moment-là, et qui m'a dit viens, on monte, on va voir, quoi. Donc moi, il n'y a pas de souci, je suis monté. On a commencé à défoncer les portes pour voir s'il y avait quelqu'un, et on a trouvé la vieille dame sous des décombres, en fait, en haut. Donc l'immeuble, il était vraiment abîmé, quoi. Donc on l'a vite sorti des décombres et on l'a emmené en bas, en fait. Et alors? Et elle a été brûlée gravement sur tout le corps. Et là, on a attendu les pompiers qui venaient la chercher, quoi. Comment ça s'est terminé pour cette dame? Elle est morte 15 jours après à l'hôpital. Et néanmoins, vous avez été remercié, je crois, par sa fille. Disons qu'elle m'a dit ça m'a permis de lui dire au revoir, etc. Et tout. De pouvoir l'accompagner. Voilà. Vous avez été décoré de la médaille du courage et du dévouement pour cette action. On vous félicite. Bravo. J'ai eu beaucoup de... Marc, vous aussi, vous avez commencé très tôt votre carrière de super-héros, comme on dit aujourd'hui. La première fois, vous aviez une dizaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'habite en Belgique, bien sûr, capitale du Pays Noir, Charleroi. Et j'avais un jeu, disons, avec les enfants de mon âge, quand je me trouvais à l'orée d'un bois. Et j'ai buté sur un corps que je pensais que c'était une personne décédée, donc. Hein. Mais en fait, c'est une personne qui avait fait un accident cardio-cérébral. Et ça a été le sauvetage le plus facile dans les 25 interventions que j'ai dû faire pour sauver les 48 personnes, dans la mesure où je n'ai dû qu'aller chercher du secours et attendre le secours et ramener justement ambulance. Vous n'avez pas eu peur à 10 ans? Si, quand même, si. J'ai pris peur, mais disons que j'avais déjà en moi, je pense, l'instinct de survie pour les autres. Cet exploit était le premier d'une très longue série. Vous avez sauvé, donc, d'après les calculs qu'ont fait les journalistes, 48 vies. En général, c'est dans quelle situation périlleuse que vous intervenez? Parce que quand même si on le voulait, vouloir sauver autant de vies, il faut avoir l'occasion. Comme ces choses. Il y a eu des noyades, 18 personnes, rien que pour les noyades. Le long du canal Charleroi-Bruxelles. Il faut dire que ces noyades, je faisais beaucoup de sport en solitaire.
Et je m'entraînais très souvent seul le long du canal Charleroi-Bruxelles. Et c'est comme ça que j'ai été amené à faire différents sauvetages donc, pour des noyades. Il y a eu des incendies. Et vous cherchiez l'aventure Non, pas du tout. Mais il y a quelque chose qui me poussait quand même à reprendre mes différents entraînements aux endroits où il y a eu des victimes. Ce sont des gens qui voulaient se suicider, qui voulaient tomber dans le canal Non, en ce qui concernait les noyades, c'était des enfants et des adultes qui s'en donnaient à des jeux dans l'eau, tout simplement. Et que vous avez sorti de là? Que j'ai sorti de là, effectivement. Quoi d'autre? Des accidents? Accidents divers, accidents de voiture à 3 reprises, voiture en flammes. Obligé de rentrer dans la voiture tant bien que mal, alors que des badauds qui étaient sur les lieux n'ont même pas donné un petit coup de main, quoi. Hein. Et quand les pompiers arrivaient, heureusement pour moi et pour les victimes potentielles, j'avais pu les sortir d'un mauvais pas. Et même si elles ont eu des brûlures, des blessures assez graves pour certains, ils étaient quand même hors de danger, ils ont tous été sauvés, quoi. Et vous n'avez pas été brûlé? Si, j'ai eu des brûlures, des cicatrices que j'en porte encore les marques actuellement, donc, mais disons que rien de grave quand même. Ce qui s'est surtout passé, ce sont des problèmes de santé qui ont été aggravés de par les interventions, notamment des problèmes de colonne vertébrale et des problèmes respiratoires suite à l'inhalation de produits chimiques de fumée. C'était quand vous intervenez dans des incendies, par exemple? Incendies, effectivement, oui. Des incendies d'immeubles aussi, comme on l'a entendu? Incendies d'immeubles, effectivement aussi. Mais vous réfléchissez jamais à ce que vous risquez quand vous y allez? C'est-à-dire que je n'ai jamais pris la peine de prendre peur avant une intervention. Parce que si vous voyez une situation catastrophique comme ça, si vous commencez à prendre peur et réfléchir ne serait-ce que 30 secondes, vous risquez que la victime décède. Si vous voyez une main qui passe dans le canal et que vous vous dites si je vais avoir une hydrocution, je vais me noyer, alors que je n'étais pas quand même un très bon nageur. J'avais des qualités sportives, mais pour la nage, absolument vous couriez, pas. Vous étiez un jogger, vous. Jogger, athlétisme, foot, vélo même, donc une multitude de sports. Mais le temps de m'amener à la réflexion, je pense que ça aurait été le drame, quoi. Donc je ne me suis jamais donné l'occasion d'avoir peur. Par contre, après les interventions, il m'est arrivé de pleurer chaudement et de grosses larmes dans les bras soit d'un enfant ou d'une maman, mais ces peurs étaient toujours rétrospectives à l'événement. Comment vous avez sauvé cet homme qui était bien parti pour se suicider, pour le coup, qui était pendu à un arbre? Oui, c'est l'anecdote, je pense. Je faisais mon jogging quotidien et je me suis retrouvé dans un bois. Et j'ai buté sur un corps. Et je me suis retrouvé face à face avec un pendu. Du moins, je le pensais. Mais ce monsieur, disons, c'est pas après que je l'ai su, il venait simplement de se passer la corde au cou, donc. Hein. Et ma première réflexion, j'ai ressenti encore en lui un souffle de vie. Je ne sais pas comment, est-ce que c'est une intuition? Je savais qu'automatiquement, j'ai pris ses jambes, je l'ai surélevé, donc, hein, et j'ai vu qu'il a repris peu à peu ses esprits. Et l'anecdote, justement, où ce que ça se corse, c'est que j'ai dû avoir recours à des insultes, à des grossièretés, pour essayer que ce monsieur... Oui, parce qu'il voulait absolument mettre fin à ses jours suite à une déception sentimentale, donc. Hein. Et alors, j'ai dû avoir recours, comme je vous l'ai dit, à des stratagèmes que je n'utiliserai pas en temps normal pour pouvoir dépendre ce monsieur. Mais ça m'a pris quand même un quart d'heure, 20 minutes. Il vous a remercié ensuite? Il est content de vivre aujourd'hui? Oui, c'est un monsieur qui est ingénieur, il vit en Chine actuellement, il s'est remarié, il a eu 2 enfants, et j'ai continué à avoir du courrier, on s'était écrit régulièrement. À la place de Benoît, vous y auriez été? Sur le quai? Disons que vous seriez descendu sur les rails? Il faut toujours se retrouver dans leur situation, donc on ne peut jamais jurer de rien, mais me connaissant, je pense que j'aurais tenté quelque chose. À la place d'Alexis, lors d'une agression? Eh bien là... il m'est arrivé quand même, sur une place publique, de rencontrer 3 gaillards qui étaient en train d'en tabasser une 4e, donc. Hein, et j'ai voulu intervenir pour séparer les protagonistes. Et ce qui m'est tombé dessus, c'est que les 4 gaillards se sont rebellés contre moi. Et j'ai eu de la chance ce jour-là, à mon tour, d'avoir du personnel d'un établissement, donc, hein, qui est venu un petit peu à mon secours. Fait que depuis lors, si je dois assister à une rixe, eh bien, je réfléchirai à 2 fois avant d'intervenir. Est-ce qu'on peut regretter d'avoir été un super-héros malgré toute la reconnaissance et le plaisir qu'on peut, et la fierté qu'on peut aussi y trouver? Parce qu'on peut être fier de soi. Je pense que c'est des occasions dans la vie qui donnent des motifs de fierté. Mais est-ce qu'on peut quand même, malgré tout, regretter d'avoir joué les héros? C'est la deuxième partie de notre émission. On va découvrir ça avec ce reportage que nous avons consacré, Séverin et Salvatore, qui illustre bien donc, cet aspect du débat. La vie de Salvatore a été transformée à la suite de cet accident de la route. Les séquelles ont été, vous allez le voir, terribles. Séverin aurait-il dû freiner son courage? La réponse, des éléments de réponse dans ce reportage Ami Ramas dans les Bouches-du-Rhône.
Il y a 6 ans, Salvador circule à moto lorsqu'il est percuté de plein fouet par une voiture. Séverin est le premier à arriver sur les lieux de l'accident. Quand je t'ai vu allongé ici, je suis venu en courant et c'est là que j'ai vu comment tu étais. Donc c'était une fracture ouverte. Hein. Ça m'a de suite quand même impressionné. Mais je ne me suis pas posé de questions de savoir ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Vu que ça saignait beaucoup, c'est là que j'ai effectué un point de compression. Ouais, moi, j'ai rien vu, hein, j'ai rien su. C'est après qu'on m'a raconté le film. Là, moi, j'ai rien su. Hein. J'étais seul avec toi. J'ai pensé souvent à la mort, je pensais à te porter secours, à te rassurer, essayer de te maintenir en vie finalement. N'importe comment, le fait d'en parler, ça fait... Ouais, ça... Ouais, je comprends. Si Salvador est ému, c'est parce qu'il a découvert après 19 jours de coma que suite à son accident, il avait été amputé de sa jambe gauche. Chaque geste est devenu difficile et les séances de rééducation s'imposent encore aujourd'hui. Il n'a jamais accepté cette situation et ressent au quotidien les conséquences de son amputation. Avant mon accident, mes activités étaient multiples parce que je faisais du vélo, je faisais la plongée, de la moto, je faisais aussi de la danse de salon, rock'n'roll et compagnie. Bon, c'est vrai que aujourd'hui les choses sont différentes. Je suis complètement tordu, je me pose la question, qu'est-ce que je fais là? Je n'ai plus la même liberté qu'avant. Le sauvetage de Séverin a fait que je suis obligé aujourd'hui de subir toutes ces conséquences, tous ces interdits, toutes ces barrières. Des fois, tu te demandes pourquoi on te remet en selle pour souffrir encore une fois. Salvador souffre de son handicap. Il en a toujours voulu à Séverin de lui avoir sauvé la vie. Ses proches considèrent Séverin comme un héros et ne comprennent pas l'hostilité de Salvador à son égard. C'est la réaction que tu as eue par rapport à lui qui surprend, c'est tout. Oui, parce que tu lui en aies voulu, personne ne l'a compris. Je n'y en voulais pas, non, simplement j'aurais dit, la seule chose que j'ai dit, il ne fallait pas le faire, voilà. Mais tu sais, pour nous, c'était, on le vénère et on le vénère toujours, pour la bonne raison que de ce monde et que je t'ai dit, ne pense pas qu'à toi, on est là et on a besoin de toi, tes enfants, tes petits-enfants. Donc pour moi, quand tu as parlé comme ça, c'est vrai, j'ai eu beaucoup mal. Tu aurais préféré peut-être que je te laisse sur le bord de la route parce que vraiment, passé un moment, je me suis vraiment demandé ça. C'est vrai que si tu n'avais rien fait, ça aurait été bien aussi, tu vois, à ce moment-là. Moi, j'ai jamais regretté d'avoir fait ça, pour la simple raison que moi, je t'ai laissé le choix. Ça veut dire que tu as survécu. Et je veux dire, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu veux, finalement, que tu voulais vivre. Je pense que la vie vaut la peine d'être vécue, même comme ça, même si c'est difficile. Comme je ne veux pas faire de la peine aux miens, j'estime que je peux te remercier. Je peux te remercier. Et l'émotion, je te la prends, tu vois. Alors, est-ce que finalement, vous êtes un peu content? On ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire le contraire. On est devenus des amis. On travaille pour la... Enfin, j'ai travaillé, lui, il travaille pour la même maison. Disons, on a des points communs. C'est vrai que... il a fallu ça pour qu'on se rencontre. Moi, je ne veux pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. La seule chose, je ne voulais pas vivre dans ce contexte. Voilà. Mais après, à Séverin, on ne peut que le féliciter. Voilà. Moi, quand je me réveille, 19 jours après, je ne me retrouve plus qu'avec la main et le bras gauche qui fonctionne, tout le reste est cassé. J'ai dit non, il ne faut pas rester là. Surtout que la mort ne fait pas mal, je vous assure. Moi, j'ai été mort 19 jours. Ça fait pas mal, on est bien, hein. On ne sent rien. Voilà, alors Non, ça dépend à qui. Non, à celui qui meurt, ça ne lui fait pas mal. Voilà. Mais à celle qui reste, par exemple. Voilà. C'est vrai que 10 jours après mon accident, mon petit-fils est né. C'est vrai que je rencontre mes petits-enfants, mes filles, tout ça. C'est formidable. Sinon, et puis après, tout le monde a voulu me sauver la vie aussi. Hein. À partir de quel moment À partir de quel moment vous avez commencé à en vouloir à Séverin? Et est-ce que vous lui avez dit?
Ben voilà, la première fois qu'il est venu à l'hôpital me voir, c'est là que je lui ai dit, tu n'aurais pas dû. Voilà, dans l'état que je suis, cette vie ne m'intéresse pas. Alors, c'est vrai que je l'ai froissé. J'imagine, oui. Je regrette. C'était la douche froide, là, non? Oui, c'est vrai. Quand je suis allé le voir, j'ai été très surpris de cette réaction. Ça, j'arrive à le comprendre maintenant, mais c'est vrai que sur le moment, ça m'a déçu. Par contre, bon, la famille m'a très très bien accueilli, donc c'est quand même, j'ai quand même pas regretté du tout par rapport à ça. Alexis, est-ce qu'il vous arrive de regretter d'être intervenu compte tenu des conséquences? Moi, les conséquences, elles sont moins graves en tout cas que ce monsieur. Elles sont importantes, on va le voir. Ouais, est-ce qu'il vous est arrivé de regretter? Je regrette dans le sens où je me dis, si ça n'avait pas été moi, ça aurait peut-être été lui. Puis je me demande, est-ce que ça valait le coup ou est-ce que j'aurais mieux dû faire comme avait dit Aurélien, m'arrêter plus loin, appeler la police, quoi. On en parle dans un instant avec vous, Alexis. Vous nous direz quelles ont été les conséquences de votre héroïsme. Donc pour vous, vous n'en êtes pas sorti indemne, loin de là. Pour celui que vous avez été sauvé, c'est pas facile toujours de jouer les héros. On n'a pas tous des super pouvoirs et toutes les missions ne sont pas possibles. On se retrouve juste après ce message de la rédaction. Si vous êtes concerné, contactez-nous. Vous pourrez vous aussi nous faire partager votre expérience. Votre enterrement de vie de jeune fille ou de garçon a viré à la catastrophe. Accident, dérapage. Votre fiancé vous a trompé pendant sa fête d'avant-mariage. En faisant votre enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, la veille de votre mariage, le jour J a été gâché. Vos amis vous ont organisé un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon spectaculaire. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, les invités de Toute une histoire reviendront pour nous dire ce qui a changé dans leur vie depuis leur passage dans l'émission. Nous retrouverons Charline, qui ne savait pas dire non aux hommes. Vous avez combien d'amoureux à votre actif aujourd'hui? 5. Et quelle est la durée moyenne de ces histoires? En général, c'est quelques jours. Vous retrouverez aussi Fanny, qui était allergique au romantisme. Ma poupée, t'es où? Poupette, voilà. Les cadeaux ne lui faisaient aucun effet et même Jean-Luc Delarue n'avait pas réussi à la convaincre. Nous verrons si aujourd'hui, Fanny est plus romantique. Jessie était d'une pudeur maladive. Je suis pas comme tout le monde en quelque sorte, parce que je peux pas me mettre en maillot de bain comme tout le monde, je peux pas faire ce que tout le monde fait. Quelques mois plus tard, il était revenu métamorphosé. Jessie, est-ce que tu acceptes mieux ton corps depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Oui, et là j'ai fait un effort exceptionnel pour l'émission, encore une fois. J'ai réussi à me mettre en débardeur aujourd'hui, je peux vous faire voir. Il sera de nouveau parmi nous car d'autres problèmes l'ont rattrapé. Nos invités ont fait preuve de courage, ils ont risqué leur vie. Qu'aurions-nous fait à leur place? Nous parlons aujourd'hui de ce qu'on appelle des héros. Sont-ils des héros malgré eux, à leurs dépens? C'est la deuxième partie de notre émission. Avec Alexis, on en parlait il y a un instant. Vous êtes retrouvé donc à essayer de sauver quelqu'un qui était mal parti, avec une dizaine de personnes autour de lui qui étaient en train de le tabasser avec des battes de baseball, etc. Vous n'avez pas réfléchi, vous avez foncé dans le tas. Comment il s'en est sorti, la victime? Il a eu des égratignures, etc. Il a eu le nez cassé. Et puis voilà, quoi. Et vous? J'ai eu des œdèmes sur le visage, le visage nez cassé, les œdèmes, les arcades cassées. Après, j'ai eu des multiples fractures au pied, bimalléolaires, etc. Et tout, donc voilà, avec des complications. Ça veut dire qu'ils se sont jetés sur vous à en oublier presque l'autre? Ouais, c'est ça à peu près. C'était un après l'autre, quoi. Comment vous l'avez compris ça? Comment vous l'avez accepté après? En vous repassant le film, parce que vous en avez passé des jours à l'hôpital, hein? On se réveille à l'hôpital, en fait, et on se voit avec le plâtre, on voit la gueule qu'on a, quoi. Et puis déjà, on veut retrouver les agresseurs sur le moment, quoi. On en veut beaucoup, évidemment, aux agresseurs, quoi. Et après, le lendemain, il y a l'agressé, celui que j'ai aidé, qui est venu me voir à l'hôpital. On a parlé, etc. Il m'a beaucoup remercié et tout. Et moi, en fait, sur le moment à l'hôpital, je me suis dit, un mois après, dès qu'on m'enlèverait le plâtre, tout irait mieux, quoi. Je reprendrais une vie normale. Donc, de ce moment-là, je me suis dit, bon, ça va. Mais vous gardez les séquelles? 2 ans après, je fais toujours de la rééducation, je peux pas faire de sport, etc. Ah bon? Donc lui, s'en est beaucoup mieux tiré que vous? Ouais, c'est sûr. Ça l'a fait culpabiliser? Non, je pense pas, puis je le fais pas culpabiliser. Non, vous en avez gardé des liens tous les deux? Non. Des fois, il me dit, parce qu'on a des relations en commun, il me demande si je veux passer boire un coup à la maison ou quoi.
Non. Vous n'avez pas envie de ressasser, quoi? Ouais, non, il n'y a pas de... Il me doit rien, je lui dois rien. Y a pas Ah de... bon? Non, Vous trouvez qu'il ne vous doit rien? Non, vraiment. Si une situation comme celle-là se représentait à nouveau, vous... J'y réfléchirai à 2 fois. Denise, dans quelles circonstances Roger a-t-il vraiment risqué sa vie pour vous et pour votre famille aussi? C'est quand il est venu me chercher à Brive, parce que prendre une petite fille d'origine juive en étant 2 messieurs, c'est vraiment un très gros risque. 2 messieurs, c'est-à-dire? C'était Roger et son père Alphonse. C'était une responsabilité. Enfin, c'est-à-dire que si jamais on se rendait compte que cette famille abritait une famille juive... De toute façon, tout le monde était fusillé. Hein. C'était automatique. Ça. Mais Roger et Alphonse n'ont pas dû se rendre compte sur le moment de cet à 20 acte. Ans. Oui. C'était vraiment extraordinaire de venir me chercher. Vous aviez peur des Allemands? Oui, il faut vous dire que... Est-ce que tu avais peur des Allemands? Mais comment? Mais tout le monde en avait peur, des Allemands. Bien sûr, moi j'ai vécu cela. Les gens d'aujourd'hui, moi j'ai 86 ans, il n'y en a pas beaucoup qui ont vécu cette époque-là, ou alors ils ne s'en rappellent plus. Mais quand on parlait des Allemands, tout le monde tremblait, parce qu'on entendait tous les jours. Ils avaient fait brûler Oradour-sur-Glane, ils avaient fait ceci, ils avaient fait cela, des trains de déportation. C'était épouvantable. On va regarder ce reportage, c'est la 3e partie de notre émission. Héros d'un jour, héros pour toujours. Quand on sauve la vie de quelqu'un, est-ce qu'on reste lié à cette personne pour le reste de sa vie? En ce qui vous concerne, la réponse est oui. Comme on atteste ce reportage à Berry, chez vous dans les Landes. Oui. Denise va rendre visite à Roger, celui qui lui a sauvé la vie il y a plus d'un demi-siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les rafles à l'encontre des Juifs se multipliaient, Roger a caché Denise, sa mère et sa sœur. C'est grâce à lui qu'elles ont échappé à la déportation dans les camps de la mort. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Je lui dois la vie. C'est un héros, c'est mon papa adoptif, c'est ma seule attache. C'est très fort, voilà. C'est très très fort. Même si Denise et Roger ne se sont jamais perdus. C'est peut-être les meubles, certains meubles qui étaient là. C'est pas possible. Alors nous, avec ma sœur, nous passions notre temps dans la cuisine. Notre vie se passait dans cette pièce. Et si vous voulez, ils voyaient, les gens voyaient qui passaient. S'il y avait un risque ou quelque chose. Mais bon, non, on était vraiment, c'était toute notre journée, on a passé là. Hein. Tout le monde s'occupait des enfants. Mais ça faisait partie presque d'une obligation de famille. On ne pouvait pas faire autre chose que ce que nous faisions. D'avoir eu de l'amour pendant des périodes comme ça difficiles, c'est formidable. Hein? Oui. J'ai l'impression que c'était hier ce qui s'est passé. C'est fou quand même. C'est incroyable. Je crois que j'aurai ça jusqu'à la fin de ma vie. Ça me poursuivra toujours. J'ai mal. J'ai mal. Donc c'est bien dans le fond là. Des moments difficiles, Denise en a connu pendant ces 3 années. Le jour de l'Ascension 1944, les Allemands sont entrés dans le village où Denise était cachée. C'est Roger qui a donné l'alerte. Et vous étiez parti là-bas à cette pointe. J'ai remué tout le monde, j'ai dit tirez-vous vite, les Allemands sont à l'église. Tu penses que ta mère, quand elle a entendu parler des Allemands, elle n'a pas perdu de temps. Hein. Avec toi, vous êtes parti à toute vitesse. Vous êtes allé vous cacher là-bas en haut, à l'arbre là-bas que l'on voit. Là, j'ai compris que c'était très grave. Et là, j'ai vraiment eu, je crois, la première fois peut-être très peur. Nous savions que si on était pris, on n'avait pas de problème, on était fusillés. C'était permanent dans la tête. Permanent de se dire qu'on peut être du jour au lendemain fusillé. Tu te rends compte que tu nous as sauvé la vie? Mais bien sûr que je me rends compte. Mais comment veux-tu que ça ne se mesure pas? Oui. Et on ne peut pas expliquer quand on sauve quelqu'un. D'abord, pourquoi on l'a fait, c'est moral, instinctif. Oui ou non. On sauve quelqu'un parce qu'on se dit il faut le sauver.
c'est vraiment un acte héroïque. Depuis, Denise a eu 2 filles et 2 petits-fils. Elle doit tout son bonheur à Roger. Nous avons eu la chance d'avoir eu des enfants, de m'être mariés, des petits-enfants, des joies. Mais grâce à mon Juste. Roger, je voulais te remercier de nous avoir sauvé la vie, parce que sans toi, nous n'existerions pas. Et tu le sais très fort. Et on t'aime très, très, très fort. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ces images? Mais aujourd'hui, j'ai une grande joie, c'est d'avoir connu son père qui est rentré de déportation. Ensuite, il avait une fille qui n'attendait pas, mais sa mère se trouvait enceinte de quelques semaines. Et quand il est arrivé, il lui dit « Et celle-là, qu'est-ce que c'est ?» C'est ta fille. La pauvre, c'était donc 2. Et depuis, ils en ont eu 3. Et pour moi, c'est une joie d'avoir cette famille Cohen, le mari déporté, qu'il a pu partir sa mère au four crématoire à Auschwitz. Et lui, il est revenu, c'est une chance. Mais aujourd'hui, quel plaisir qu'on a de se trouver avec toute cette famille, et des petits-enfants, et des filles et tout derrière. Qu'on salue, qui sont là pour beaucoup dans le public. Qui représente Roger pour vous? Ah mais Roger, c'est beaucoup, vous l'avez vu d'ailleurs dans ce film. C'est un lien familial? Ah oui, absolument. C'est ma famille. Roger a reçu le titre de Juste avec un grand J parmi les nations. Oui, j'étais très très heureuse quand il a reçu cette médaille. C'était en 2001. Nous l'avons remis, cette médaille. La médaille que tu as eue par Yad Vashem pour les Justes. Oui. Tu as été très content? Et bien sûr que je suis content. Ouais. Oui. Est nommé Juste toute personne non juive ayant sauvé un juif au péril de sa vie et sans contribution financière pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais ça c'est... Est-ce qu'autour de vous, je pose la question à mes autres invités, à Benoît, à Séverin, à Alexis, on a porté un autre regard sur vous après ce que vous avez accompli? Vu qu'en fait j'avais déjà fait une intervention auprès de la vieille dame, il y a plusieurs personnes qui me considéraient déjà comme un héros, quoi. Mais moi je me suis jamais considéré comme un héros. Pour moi c'est mon tempérament, quoi. Benoît, ce fameux jour dans le métro, est-ce qu'on vous a félicité pour votre courage? Il y avait plein de témoins qui étaient là? Oui, beaucoup de monde. Hein. Et il y a même une dame qui m'a caressé la tête en me disant « Dieu vous le rendra au centuple, mon garçon ». Est-ce que Dieu vous l'a rendu? Et je crois que oui, parce que 3 ans après, je conduisais sur l'autoroute. Jour pour jour. Ouais, jour pour jour. Hein. En fait, j'ai eu un très gros accident sur l'autoroute. J'ai fait des tonneaux et quelques heures après, je me suis rendu compte que c'était 3 ans après, un 12 juin. Et alors? Ça faisait, vous n'avez pas été trop blessé? Non, sauf en enlevant ma ceinture. Comme j'ai pas percuté que j'étais à l'envers, hein, je suis tombé sur le crâne. Ouais, enfin, autant dire rien, quoi. Serge, en préparant cette émission, vous nous avez attribué, si on peut dire, alors on n'est pas en train de faire de la hiérarchie, mais des évaluations de ce qu'on pourrait appeler un comportement héroïque. Et en ce qui concerne Roger, pour vous, et vraiment c'est sans vouloir dévaluer personne, et je pense que personne ne se sentira, mais ce sont des circonstances, des situations qui nous rapprochent de la définition du héros tel qu'on l'entend depuis l'Antiquité? Voilà, exactement. Je voudrais bien distinguer l'acte héroïque qui est admirable et infiniment respectable du héros. Parce que le héros, effectivement, il ne joue pas au héros, mais je dirais là, personne joue au héros. On est dans une situation où on ne se met pas en scène. Et puis le héros, il fait don de lui pour une cause qui le dépasse, qui est la vie. Et le héros, je dirais, par rapport à l'acte héroïque, il rentre dans l'histoire. Et là, le cas du Juste, de Roger, où j'en ai encore les larmes, il y a quelque chose de fort là, eh bien là, on est vraiment dans la définition du héros, comme le héros grec. Vous savez, Socrate liait le mot héros à Eros, qui est le dieu de l'amour, c'est-à-dire la transcendance. Il y a quelque chose là qui est un demi-dieu. Du domaine de l'extrême générosité. Que de belles leçons de courage. On peut tous en prendre de la graine en faisant effectivement attention, à chaque fois bien mesurer le risque de ce qu'on fait. Mais il n'y a pas de grande noblesse d'âme sans grande prise de risque. Merci à vous tous d'avoir été à nos invités. À très bientôt.